Kinkeliba. J'espère que vous avez passé une belle fête de Tamkharit et surtout pour les céréales que vous n'avez pas trop mangé, de tirer une pensée à Alioune Badara Kane qui m'a appelé la veille de la Tamkharit, même le jour J, en me disant que voilà, il pensait aux céréales et que lui, il a mangé modérément justement ce tiré-là. Alors les jeudis, vous le savez, le coach Tandara est en plateau avec nous pour sa chronique gymnastique. Il sera accompagné d'Alioune Badara Kane qui interrogera nos invités du jour et également Laura pour sa chronique culture. Alors sans plus tarder, j'invite l'équipe à venir me rejoindre en n'oubliant surtout pas Alioune Diop pour sa chronique archive qui est de l'autre côté des studios. Alioune Badara Kane, l'équipe du jour, nos deux invités et le coach Tandara arrive s'installer tout de suite en plateau. Bonjour Alioune. Bonjour. Tu es bien réveillé? Oui, ça va. Ça va? Je sais que tu n'as pas trop mangé de tiré. Non, j'ai ma petite astuce. C'est laquelle? Pour bien digérer le tiré, de ne pas prendre le déjeuner. Ah! De me contenter juste du petit déjeuner en attendant le dîner. Hein. Tu as critiqué les céréales, mais toi, en fait, je pense que tu as plus mangé de tiré que tout le monde. Bonjour coach, comment ça va? Ça va très bien. Bien réveillé, vous avez fait du sport ce matin? Non, du tout. Hein. Non. J'avoue que franchement, du tout. Mais je vais y aller. Hein. Je vais y aller dans tous les cas, peut-être dans quelques heures. Hein. 2 heures, 3 heures. En 3 heures, d'accord, Oui. très bien. J'ai pensé à vous ce matin parce que j'ai fait un peu de yoga avant de venir en plateau. Alors, Alioune Badara Kane, qui sont nos invités du jour? Alors, nous aurons le plaisir de nous entretenir avec deux messieurs très engagés, hein, chacun sur des causes assez, disons, porteuses qui mériteraient donc l'engagement de tout un chacun. On va commencer par M. Saka qui nous vient de Kédougou, on peut le dire ainsi. Hein? En tout cas, Kédougou est aujourd'hui sa principale zone d'intervention parce que dans le cadre donc, de son travail à la tête donc, de cette grande organisation qu'est voilà, Freeze Slave ici en Afrique de l'Ouest. Il en est d'ailleurs le directeur régional et donc il milite pour véritablement la fin donc, de l'exploitation sexuelle de ces filles-là, de ces femmes dans les sites d'orpaillage à Kédougou. C'est un phénomène qui est sans cesse dénoncé, en tout cas épinglé par la presse, mais on a comme l'impression que voilà, les États sont impuissants, qu'il n'y a pas souvent d'action assez drastique pour y mettre fin. Ça ne concerne pas que des Sénégalais, hein, parce que ces filles-là viennent de toute la sous-région, de toute la région ouest africaine. Et donc on reviendra sur la campagne qu'ils sont en train de mener, les résultats obtenus, comment ils travaillent également avec les pays d'origine de ces dames. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec notre premier invité, M. Issa Saka. Et à sa suite, un panafricaniste très convaincu, en tout cas un homme d'un grand optimisme, en tout cas qui milite pour le développement de l'Afrique et qui pense que l'Afrique peut compter sur elle-même pour véritablement lever suffisamment de capitaux de fonds pour son développement et il touche à tout. Cette fois-ci, il sera là pour nous parler du reboisement, donc c'est-à-dire véritablement donc, ce qu'on devrait faire pour reverdir l'Afrique parce que sans un environnement viable, aucune émergence n'est possible. Alors Abdou Dione donc s'est donné cette délicate mission, cette mission assez ambitieuse de planter 18 millions d'arbres au Sénégal. Rien que ça. 18 millions, hein, rien que ça. Hein, au Sénégal. 18 millions au Sénégal. Et il va démarrer bientôt à Touba, qui a l'insigne honneur donc, qui aura l'insigne honneur d'abriter, disons, les premières actions avec 2 millions d'arbres prévus donc pour la ville sainte. On parlera donc bien sûr de son engagement à la tête lui aussi de cette structure, on va le dire, panafricaine, qui est Africa Genie Invest. Alors, pourquoi 18 millions? Quelle est la symbolique de ce chiffre? Comment comptez-vous réussir ce projet assez ambitieux? Quels sont les partenaires qui vous épaulent dans cela? Et puis, d'autant plus que cela entre en droite ligne donc des nouvelles orientations prises par les nouvelles autorités du Sénégal dans le cadre, bien sûr, de la prochaine journée Setal Suñu Réew. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec nos deux invités, M. Dione et M. Saka. Merci beaucoup Alioune Badara. Alors je vais commencer par le céréal. Hein. Monsieur Dione, vous avez passé une belle fête d'Achoura? Oui, absolument. Alors vous avez un projet vraiment ambitieux, 18 millions d'arbres. C'est faisable en combien de temps? Alors vous me permettrez, si vous voulez bien, de passer mes salutations distinguées à la famille, à toute la communauté Africa Genie Invest et de Wantera Tree Project. Le projet s'appelle comme ça. Alors, Ali Badara, il vous a plutôt dit l'objectif au Sénégal, mais je rappelle qu'au moment où je parle, nous sommes déjà dans 6 pays et c'est vraiment le continent qui est visé avec, à la limite, du gaming, j'allais dire, hein, si vous voulez, vous pouvez l'admettre comme ça, parce que l'idée, c'est 1000 à, si vous voulez bien, 1000 à 8000 milliards de plantes à travers la planète, mais surtout 18 millions au Sénégal. Un habitant
une plante. Et nous commençons, comme vous l'avez dit, par la ville sainte. Si vous le permettez, le samedi prochain, le lancement officiel, samedi 20 juillet, à 15h à la salle de la mairie. Inch'Allah, très bien. Et on en parlera justement dans une poignée de minutes à vos côtés. Monsieur Saka, merci beaucoup et bienvenue en plateau. Merci à vous également. Permettez-moi également de vous remercier pour l'invitation et de passer ma salutation à toute la communauté sénégalaise et vous remercier encore une fois. Alors c'est vraiment horrible ce qui se passe au niveau de Kédougou, ces femmes qui sont abusées, on va dire, sexuellement, qui sont là-bas en fait à Kédougou contre leur gré et malheureusement qui sont, on va dire, chapeautées par des bourreaux ou encore des proxénètes. Alors c'est difficile de gérer des cas comme ça? Oui, très difficile. Disons que, vous avez parlé de Kédougou, mais permettez-moi de préciser que c'est un phénomène qui est mondial. On parle de 50 millions de personnes qui sont victimes de traite. À travers le monde? À travers le monde, avec différentes formes d'exploitation. À Kédougou, on a une forme qui est assez triste, comme vous le dites, horrible, puisque ici, on a des filles et des femmes qui sont soumises à la prostitution forcée, donc simplement à une exploitation sexuelle. Donc c'est une des formes de traite les plus répandues dans le monde. Donc ce sont également des victimes de traite à travers d'autres formes comme la mendicité forcée, comme le travail forcé. Mais c'est un phénomène qui est complexe, mais qui est mondial, qui n'épargne aucun pays, qui n'épargne aucun continent. C'est vrai. Très bien, on en parlera dans la première ou la deuxième partie de ce magazine. Mais avant cela, coach, quel est le sujet du jour? Alors, on va parler de renforcement dorsal. Et quand on parle justement de renforcement dorsal, donc ça concerne le dos et ce que certains considèrent comme le mal du siècle. Alors, en renforçant, vous avez surtout une bonne posture, ce qui est très important. Ça vous permet également, surtout au niveau des muscles qui sont les muscles érecteurs du rachis, quand vous les travaillez, c'est une très bonne chose, ça va vous éviter le mal de dos. Mais vous avez aussi d'autres groupes musculaires que sont les sacro-épineux. Alors ça permet en tout cas d'éviter tout ce mal de dos. Très bien, et ce sera après la revue des titres. Alors vous êtes nombreux à nous écrire sur nos plateformes digitales. On a reçu beaucoup de messages. Rose Lai Cissé qui dit bonjour à toute l'équipe de la matinale, toujours contente de vous retrouver, c'est un plaisir. Alioune Badara Kane nous servir chaque matin du kenkiliba bien chaud. Mais bien chaud, et c'est du vrai kenkiliba. Je pense que Abdou vous confirmez. En attendant que tu je puisse servir Monsieur Saka. D'autres messages que nous recevons justement sur notre page Facebook. Dame Abdoulaye qui dit bonjour à toute l'équipe de Kenkiliba. Je vous souhaite une excellente journée. Un autre message à l'endroit de monsieur Saka. Il s'agit de Gay Abdoulaye Ndoye qui dit salam à toute l'équipe de Kenkiliba et à tous les téléspectateurs. Bonjour à votre invité, mon ami, le champion Issa Saka. La qualité, c'est un tout. Bonjour à vous, Issa. Bonjour. Alors, merci de votre fidélité renouvelée à ce magazine. Nous passons tout de suite à la revue des titres et nous commençons par Le Soleil, le quotidien de service public qui titre à sa une le programme national de mobilisation des jeunes dans les activités agricoles. 27 fermes choisies. Le nouveau programme mis en place par le gouvernement sera matérialisé par des séjours dans la ferme de l'ANIDA, de l'ONCAV et également de l'ANPEJ, du PRODAC, du SCOUT, du Sénégal et dans des entreprises agro-business à travers tout le pays. On passe à présent à l'As quotidien qui titre à sa une Macky Sall freine Ben Bokro Yakaar, proposition de loi visant à empêcher la dissolution de l'Assemblée nationale. Autre titre à retrouver à la une de l'As quotidien, professeur Issa Yankhoba Nia écrit au scandale. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la réforme de l'évaluation des enseignants en sciences juridiques au CAMES. Yor à présent qui titre à sa une les 100 premiers jours du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mimi Touré, tout feu, tout flamme. Alors ce sera justement à lire dans les colonnes de Yor quotidien.
Le quotidien à présent, qui titre à sa une en quête de leadership, l'opposition sans voix. Bougane et Bokoum occupent le terrain. Les candidats à la présidentielle toujours dans le coma. Mimi, Macky Sall ne peut pas continuer à diriger un parti. Je te vois ricaner, Alioune Badara Kane. Je te laisse réagir. Non, c'est juste le coma de ceux-là qui avaient participé à la présidentielle. J'espère que ce n'est pas un coma profond quand même. Un coma artificiel. Non, ils ont intérêt à s'en relever, hein, parce que les législatives approchent. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Donc sans doute dans un coma artificiel, pas profond. Bon, on va dire. Mais c'est vrai que ça a été quand même assez traumatisant, hein, parce que les scores glanés là, ça et là. Alioune Badara Kane. Cauchemardesque pour beaucoup d'entre eux. Pour certains. Ouais, surtout mon parent de Thiès. Voilà. J'en dirai pas plus. On passe à présent à Sud Quotidien. Double fonction de Macky Sall, président de l'APR et envoyé spécial du 4P. Dissolution de l'Assemblée nationale, 100 milliards du Covid-19. Mimi fait feu de tout bois. Busby le jour. Alors, le système électoral, les bulletins du changement. Le directeur de la formation et de la communication de la DGE liste des solutions. Biram Sen, il faut sortir la vérification du parrainage du Conseil constitutionnel et laisser le logiciel valider les erreurs matérielles. Alors, tout ça à lire dans les colonnes de Busby Quotidien. Un autre titre à retrouver justement la une de Busby Quotidien. Alors Mimi accuse Macky et prévient Macron. Les fonds publics sont utilisés. Le président peut siéger au CSM, mais 3 points de suspension. Mais quoi? Ce sera à lire dans les colonnes de Busby Quotidien. Réumi Quotidien à présent, Assemblée nationale, avec justement cette même actualité, la photo de Mimi Touré, Assemblée nationale, diplomatie, nouvelle mission de Macky Sall. Mimi tire sur Macky et CIE. On finit avec le quotidien spécialisé en sport, Stade Quotidien. Vinicius, Bellingham, Rodri. Alors, ballon d'or indécis. Coach Tandaha, selon vous? Alors, moi, j'aurais voté Bellingham. Bellingham, pourquoi? Oui. Bellingham, c'est pas parce qu'il a montré quelque chose, il a montré son savoir-faire. Et donc, un excellent joueur et qui joue dans un très, très grand club. Et qui a aussi monté des éclaircies, même si son équipe, l'Angleterre, n'a pas gagné. Mais tout de même, lui, il a tiré son épingle du jeu. D'accord, d'accord, ça se vaut, ça se vale. Alors, Alioune Badara Kane, une autre actualité, Fédération sénégalaise de football, élection 2025. Senghor, l'homme à abattre? Une interrogation? Oh, quand même, je pense que souvent, je ne suis pas d'accord avec mes confrères de la presse. L'homme à abattre, je pense que quand même c'est trop martial. Parce que quand même, il nous a valu pas mal de satisfaction. C'est sous son magistère que le Sénégal a gagné plus de 5 trophées quand même continentaux. Et surtout, le trophée tant couru, qui est la Coupe d'Afrique des Nations pour les équipes nationales A. Enfin, le Sénégal a intégré ce cercle-là restreint des champions d'Afrique. Et tout cela, c'est grâce à son travail. Maintenant, on pourrait dire qu'il a peut-être un peu trop duré à la tête de la fédération. C'est bien des fois quand même qu'il y ait quand même un changement à la tête de certaines structures pour insuffler du sang neuf, pour apporter peut-être d'autres orientations. Mais quand même, il mérite tout notre respect. Parce que c'est un grand monsieur qui s'est beaucoup consacré pour le développement du football sénégalais. Et je pense que, ambitieux qu'il est, il va quand même se battre pour être à la tête de l'instance continentale. Parce qu'il y avait des velléités de candidature de sa part, si vous en souvenez, avant l'élection de l'actuel président, donc Morsepe. Il a fallu l'intervention du président de la République du Sénégal pour amener donc Augustin Senghor à lâcher du lest et à accepter le poste, je pense, de deuxième vice-président, en tout cas de vice-président de la CAF. Peut-être qu'il se prépare également pour la succession de Morsepe. Voilà. Pourquoi pas? Et justement, il était l'invité de Galaxy Sport ce lundi. Une émission à retrouver en direct, ou non, plutôt en différé sur nos plateformes digitales, notamment sur la page Facebook et YouTube de la RTS. Alors, autre titre à retrouver à la une de Stade Quotidien, Gabhé, la pépite du 100 mètres cyclisme
Pogacar, suspicion de dopage. Alors, ce sera à lire justement dans les colonnes de Stade quotidien. Aline Badara Kane, je te laisse offrir à nos invités nos quotidiens du Ça va jour. être compliqué. On va faire du Jiffy, Jaffa, Jiffy, Jaffa. Je te laisse faire le partage. Jiffy, Jaffa, Jaffa. Alors, c'est Voilà. un rituel chez nous, hein, une tradition. Comme on en a deux aujourd'hui. C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup. On va justement Voilà. continuer Merci avec beaucoup. le sport, avec le coach Tandara. La rubrique gym, c'est tout de suite après le jingle. Alors, coach, on peut passer directement au sujet, renforcement du dos. Oui, c'est vrai, mais avant la salle, je vais d'abord dire qu'il y a des disciplines vraiment qui peuvent remplacer justement ces exercices qui sont faits en salle. Si nous prenons une discipline comme la natation, qui est une discipline éminemment thérapeutique, mais aussi une discipline qui, en tout cas au plan dorsal, c'est vrai que vous choisissez le dos crawlé quand vous faites la natation, puisqu'il y a beaucoup de styles, les styles de nage, mais vous prenez le dos crawlé. Alors ça, c'est très efficace puisque ça vous permet en tout cas de faire travailler tous les muscles lombaires, c'est-à-dire les muscles qui bordent la colonne vertébrale et donc le dos. Vous avez aussi, au chapitre des vélos, vous avez le vélo elliptique, vous avez les vélos spinning, mais vous avez aussi les ergots. C'est du matériel qu'il faut utiliser et qui vous permettra en tout cas de travailler beaucoup le dos. Dans tous les cas, vous allez faire les érecteurs du rachis, et là c'est avec la natation et le vélo. Vous avez aussi le rowing, le rowing également avec des haltères, ça va faire du bien. Alors on va laisser le coach Bou revenir sur le sujet. Très bien. Voici encore sur le plateau. Donc on dit un coucou à tous ceux qui sont sur le plateau de ce jeudi. Aujourd'hui, on va vous présenter notre capsule qui va porter sur le renforcement du dos. Donc pourquoi on a choisi ce thème? C'est parce que vous savez bien le mal de dos qui existe un peu partout, donc qui est un peu récurrent chez nous parce qu'avec la sédentarité, les mauvaises postures qu'on adopte et des fois même des mouvements brusques que l'on fait, la plupart du temps, avec les microtraumatismes que ça peut créer, ça crée ce qu'on appelle le mal de dos. Et aujourd'hui, on va essayer de vous proposer des exercices qui vont au moins vous prévenir de ce mal de dos-là et en même temps renforcer votre dos pour avoir une très bonne posture. Donc des exercices efficaces qui peuvent, vous aider à cela, vous seront proposés aujourd'hui dans notre présentation. Très rapidement, on va passer à nos présentations. Et merci à vous qui nous suivez et surtout, prenez conscience de cela. Il faut toujours, ou bien il faut la plupart faire des renforcements tels que ces exercices qu'on vous propose pour faire éradiquer ce mal de dos-là ou même bien le prévenir. Merci à vous qui nous suivez très rapidement à nos exercices.
Beaucoup d'exercices. Je ne sais pas si je pourrais les répéter parce que j'ai souvent des maux de dos. Alioune Badara Kane, je avoue qu'on peut avoir souvent des maux de dos avec notre métier. Avec notre métier, oui, surtout pour vous qui êtes quand même du service digital. Ce n'est pas évident, hein. Souvent aujourd'hui, on vous voit carrément être sur le terrain, vous substituez un peu même aux caméramans, hein, qui sont dans des positions un peu plus statiques, donc moins compliqué pour le dos, alors que vous, bon, on peut voir par exemple Diagne sur le terrain, faire des courbettes là, ça et là, hein. Escalader des fois même voilà, quelques minutes pour avoir le meilleur angle et tout. Donc ce n'est pas évident, et puis vraiment je vous tire mon chapeau. Et c'est l'occasion de féliciter en tout cas l'excellent travail que le service digital de la RTS est en train de faire. Parce que vraiment, les plateformes digitales de la RTS aujourd'hui, on sent qu'il y a une véritable, disons, une véritable cure de jouvence. Hein. Voilà, et que voilà, cela demande de l'engagement, et de la passion, de la passion, mais surtout du professionnalisme. Parce que quand vous voyez un peu le contenu, par exemple, lors de la dernière sortie du président de la République, on a vu que tout le professionnalisme, en tout cas, qu'il y avait derrière. C'est normal, à la base aussi, vous êtes journaliste. Hein. C'est vrai. Donc, c'est cela. Très bien. Alors, monsieur Issa Seka, est-ce que vous faites un peu de sport? Ça vous arrive d'avoir mal au dos? Oui, je pense que déjà la posture au niveau du bureau, pour beaucoup d'entre nous qui restons au bureau très tard, ce n'est pas évident. Effectivement, on fait du sport pour un peu prendre soin de nous, mais également prévenir ces douleurs-là. D'accord. Et planter des arbres, ce n'est pas forcément évident. On peut avoir souvent mal au dos, hein, n'est-ce pas, Alioune Badara Kane? Non, mais si on est passionné, on ne sent pas la fatigue. D'accord. Alors, vous faites un peu de sport, ça vous arrive d'avoir mal au dos, des maux de dos? Oui, ça peut arriver parce que aussi le comportement, ça compte beaucoup. C'est vrai. Voilà, il faut savoir se tenir peut-être plus ou moins droit. Le coach, je parle sous le contrôle du coach. Hein. Et nous avons aussi un autre concept, hein, Green Sport, le sport vert. D'accord. Et c'est quoi concrètement? Concrètement, l'idée, c'est d'organiser une compétition dans la compétition. Donc, il y a des navetanes, entre autres, des compétitions, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un coach ou bien, si vous voulez bien, un arbitre vert, entre guillemets, qui va attribuer des points en fonction de la qualité des buts, des cartons rouges et autres. Et à la fin, on a toute une compétition dans la compétition. Mais vous l'avez en face de vous, l'arbitre Green. C'est celui du coach Tambara. Ah oui, on prendra le coach. Le coach est tout trouvé. Bon, alors, volontiers. Hein. Alors justement, coach, on remarque qu'il y a plus en plus de femmes qui ont des maux de dos, notamment celles qui sont plus âgées, même les plus jeunes, avec les accouchements, les péridurales, qui aussi suscitent quelques maux de dos. Ah oui, c'est vrai. En tout cas, du côté des femmes, il y a un taux de mortalité très, très élevé. En ce qui concerne les maux de dos, il y en a un peu partout, mais c'est les femmes qui battent le record. Ah oui, un peu partout. Alors cela est dû à quoi? Un arrêt brusque de l'activité physique, le plus souvent. Alors ça, c'est souvent incontrôlé du côté de la gente féminine. Tout d'un coup, on arrête. Tout d'un coup, on se fait de l'embonpoint. Tout d'un coup, on prend du poids. Et donc, en plus du stress, alors ça pose problème. Mais surtout, je veux dire, du côté des femmes, hein, ça, je crois que les chercheurs ont raison. Hein, ils ont beaucoup parlé de cela. Ils ont fait des recherches. Mais scientifiquement, on remarque que le taux de mortalité suite à des maux de dos, c'est plutôt élevé du côté des dames. Mais justement, que peut-on retenir quant aux maux de dos du côté des hommes? Alors, du côté des hommes, cela est lié, en tout cas, à la nature de leur travail pour les hommes. Et ensuite, chez les hommes, ce qu'on remarque, c'est d'abord beaucoup de blessures. Hein, beaucoup de blessures. Les hommes, c'est vrai, font beaucoup de sport par rapport aux femmes. C'est donc beaucoup de blessures. Et souvent, ce sont des blessures qui sont très, très mal soignées. Alors, ceci peut poser des problèmes, hein, puisque souvent, vous avez des ankyloses, vous avez certaines privations d'articulation, vous avez des lombalgies, des lumbagos, vous avez également autres pathologies qui, malheureusement, du côté des hommes, ces pathologies sont mal soignées. Alors, une blessure mal soignée, quand ça se réveille, ça peut poser des problèmes. Et c'est ça le problème des hommes. Et puis aussi la gestion de leur vie, en ce qui concerne les hommes. Je crois que ça, mais c'est surtout des blessures qui sont mal soignées et qui sont complètement négligées.
Merci beaucoup, coach Tandakha, pour toutes ces informations. Et Tu voulais souvent, rajouter quelque certaines chose? mauvaises habitudes que l'on a au Sénégal, quand on soulève une charge lourde, c'est-à-dire on a la On paresse se baisse, de... c'est Voilà, vrai. on se baisse, on Alors se courbe qu'on doit carrément. s'accroupir. Voilà, s'accroupir, voilà, pour alléger un peu la récupérer. charge. Mais ça, on ne le fait pas, et à force de le faire ainsi, surtout bon, nos amis ouvriers, ben, vous vous cassez le dos carrément, C'est vrai. à un certain âge. Très bien. Alors là, si vous voulez Ça, dire c'est le certains- coach qui m'avait donné cette astuce. Ah oui, oui, Depuis lors, bien maintenant, sûr. quand je Donc- soulève une charge là, je pense T'as compris. à sa petite leçon. Il faut y aller Voilà, de je me façon courbe pas. vraiment très stéréotypée D'accord. parce que le plus souvent, alors quand vous parlez de ça, les gens vous prennent pour un cinéaste, quoi, pour ne pas exagérer. Mais ça doit se faire exactement comme ça. Parce que sinon, brusquement, mais tout de suite, ça peut vous amener très loin. Donc, des maux de dos. Et le plus souvent, c'est les sportifs. Vous avez des maux de dos que vous ne soignez pas ou que vous soignez mal. Mais un jour, les dégâts arrivent. C'est vrai, et qu'on ne sent pas forcément sur le coup et Ah oui. ça nous rattrape. Merci beaucoup, coach, pour cette belle chronique de ce matin sur les maux de dos. Alors, il y a eu des exercices que vous nous avez proposés. On va essayer de les reproduire à la maison pour éviter justement de souffrir de ces maux-là. Alors, Alioune Badara Kane, on passe à la rubrique invitée. On commence par... Mais bon, on va faire le plaidoyer quand même pour que cesse en tout cas cette exportation dont sont victimes ces femmes dans le Kédougou, mais également ailleurs aussi. Comme il a dit, ça ne se limite pas qu'à cette partie est du territoire sénégalais. C'est un phénomène mondial et qui est vraiment d'une brûlante actualité, surtout en Afrique, dans ces zones d'orpaillage. Donc on va réserver les premières minutes, en tout cas de la partie invitée, à M. Saka, qui nous vient, on peut le dire, de Kédougou. On a guetté son retour à Dakar pour pouvoir donc L'inviter le sur le recevoir sur ce plateau. plateau, parce que vraiment, c'est un sujet qui nous tient Effectivement. réellement à cœur. Quand on a été donc informé de l'existence, en tout cas, de cette organisation, du travail plus que louable qu'ils sont en train de faire. On s'est dit que ce serait notre modeste contribution quand même à ce que les citoyens, les autorités soient sensibilisés et qu'on puisse prendre des mesures drastiques pour y mettre fin. Mais d'abord, je pense qu'inutile d'attendre le jingle. On peut y aller directement, ou bien? Bon. C'est vous qui voyez, vous êtes la patronne du plateau? On revient juste après le jingle. Ok, donc après le jingle. Il a rappelé à Alioune Badara Kane, on reçoit ce matin en plateau M. Issa Saka. Il est directeur régional de l'Afrique de l'Ouest de Free for the Slave. Ouais. Alors, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Parce qu'il est un peu médiocre en anglais. Non, mais Free the slave, je slave. sais que c'est esclave, c'est Oui. l'esclavage. D'accord. Voilà. D'ailleurs, c'est la racine même qui a donné naissance au mot esclavage. D'accord. Voilà, qu'on attribue voilà, à l'Afrique sans en connaître les origines, parce qu'à l'origine, ça fait référence au peuple slave, l'un des premiers peuples à subir l'esclavage. D'accord. Et aujourd'hui, comme le peuple nord a été le dernier à en subir donc les conséquences, on pense dans les esprits que quand il y a esclavage, forcément, ça doit refléter la couleur Noire. de peau noire. Donc, or, ça n'a rien à voir. L'origine même, il faut aller chercher ça chez les peuples blancs. Ce Surtout qui te slaves. sauve, c'est que tu as fait des études en histoire. Merci hein. beaucoup. C'est ce qui te sauve. C'est à toi. Je me sors de cette difficulté. Donc, c'est un plaisir de vous recevoir, M. Saka. Ça n'a rien à voir avec le Saka de l'Angleterre. Hein. Voilà, Si, par contre. Ah, voilà. Hein. Si, si. par contre. Ah oui, il y a des liens. Ah oui, c'est votre cousin. C'est mon cousin. Ah oui, machin. Justement. Comme quoi, le Sénégal, c'est un petit pays. Hein. Absolument. Voilà. Donc, c'est un honneur pour nous de recevoir le cousin alors de Saka, l'anglais. Donc, on a Saka le sénégalais, mais parenté, donc apparenté bien sûr donc, au Saka l'anglais. C'est pour nous parler du travail que vous êtes en train de faire à la tête, bien sûr, de Free the Slave, une organisation régionale qui se déroule donc pour la fin donc, de tout trafic humain ici dans notre espace régional. Alors, Kédougou est votre principale zone d'activité, d'intervention. Alors, pouvez-vous nous parler de quelques chiffres qui pourraient quand même conscientiser davantage tous les Sénégalais à s'engager à vos côtés pour mettre fin à de telles pratiques? Merci, M. Khan. Encore une fois, permettez-moi de vous remercier pour l'invitation. Mais d'abord de préciser, vous parlez de Kédougou. C'est vrai qu'on a un bureau pays qui est à Kédougou, mais on a un bureau régional qui est basé à Dakar. À Dakar, voilà. Et je suis basé à Dakar. Ah oui. Donc j'ai fait des déplacements assez Et vous faites la ponctuels. navette. Voilà, à Kédougou. Voilà. Mais on a du staff sur place. Disons que nous intervenons sur une question qui est, comme j'ai dit au départ, très complexe, qui est la traite des personnes. Donc vous avez parlé de free the slaves. Littéralement, c'est en anglais. Free the slaves, libérer les esclaves. Puisque ici, on parle d'esclavage moderne. Malheureusement, on a des personnes, des centaines de millions, qui sont soumises à une exploitation. Alors, permettez-moi de revenir également sur une définition, pour poser le contexte. Puisque la traite des personnes
on a un protocole qui est celui des Nations Unies, qui définit la traite des personnes comme étant des éléments qu'il faut rechercher entre un acte qui est posé, des moyens et une finalité. L'acte ici, c'est généralement quoi? C'est le recrutement, le transport, le transfert ou l'hébergement de personnes. Et la finalité ici, c'est quoi? C'est l'exploitation. OK? Au niveau de Kédougou, il s'agit de quoi? Des jeunes filles qui sont recrutées principalement du Nigeria, qui sont déplacées vers le Bénin, qui transitent vers le Mali et qui atterrissent à Kédougou, mais sur les sites d'extraction de l'or, qu'on appelle les Djoura. Ce sont des sites traditionnels. Et une fois sur place, leurs documents de voyage sont confisqués et on les oblige à se prostituer. Vous voyez? Donc ici, on parle d'exploitation sexuelle. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de tirer profit du travail, entre guillemets, que ces filles-là vont faire. Généralement, ce sont des montants qui vont tourner entre 2 millions et 3 millions qu'on va leur demander de rembourser. Pour s'affranchir, entre guillemets, comme vous dites, pour des passes qui sont à 2000 francs. Un véritable esclavage. C'est de l'esclavage moderne. Oui. Donc ça veut dire quoi? Non seulement on les exploite, mais elles subissent le viol au quotidien. Puisque ici, j'ai dit que ce sont des filles qu'on oblige à se prostituer. Oui. Donc ce sont des rapports sexuels non consentis. Et ici, il s'agit, vous avez parlé de statistiques, mais c'est des milliers de filles qui sont dans ces conditions-là. Y a-t-il des mineurs qui font partie Absolument, justement? principalement des mineurs. Ce sont principalement des mineurs. Et qui sont d'ailleurs, en fait, voilà, la catégorie la plus prisée. Absolument. Malheureusement, parce qu'il y a certaines croyances également culturelles qui renforcent ce phénomène-là. Vous avez bien fait de le mentionner. Malheureusement, c'est une question qui est liée à une question de l'offre et de la demande. Les orpailleurs, comme on le dit, ce sont des gens qui ont des croyances. Ils pensent que pour maximiser les chances d'avoir de l'or, il faut avoir des rapports sexuels souillés. C'est ça. Donc ça crée une demande. Et des gens opportunistes amènent des jeunes filles pour justement satisfaire cette demande-là. Donc, elles soumettent ces filles-là à de l'esclavage moderne pour simplement s'enrichir. Mais leur présence, cette forte présence en territoire sénégalais également, démontre peut-être les failles de notre système sécuritaire, surtout par rapport à la protection voilà, de ces couches vulnérables qui franchissent nos frontières, au nez et à la barbe finalement de nos forces de défense et de sécurité. Il faut le dire comme ça, mais il faut dire que, comme je l'ai dit au début, aucun pays n'est ignoré. Oui. Surtout les pays où on a ces ressources-là, malheureusement, qui peuvent constituer une richesse, mais qui également ont le corollaire en termes de conséquences. Donc, mais nous savons qu'on a un espace ici régional, qui est la CEDEAO, qui fait que les personnes sont libres de se déplacer. Et donc, malheureusement, au niveau des frontières, c'est un peu difficile de leur empêcher d'accéder, puisque ce sont des citoyens ou bien des concitoyens africains. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que malgré le travail qui est fait par les forces de sécurité et de défense, malgré le cadre légal qui existe, parce qu'il y a une loi qui interdit ce phénomène-là, on a présent au niveau du territoire sénégalais des milliers de filles qui sont soumises à une exploitation sexuelle et qu'il faut prendre en charge. Alors, sur place, comment se matérialisent vos actions? Qu'est-ce que vous faites pour contrer une telle pratique qui est assez dégradante? Oui. Ça se traduit comment? Alors, on a une intervention qui est basée sur ce qu'on appelle les 3 P. Donc, il y a un travail qui doit être fait en termes de prévention, donc toute la dimension sensibilisation, toutes les stratégies qu'on peut mettre en place pour prévenir le phénomène. On a une dimension protection des victimes. Donc, ici, c'est quoi? C'est d'abord mettre en place un dispositif pour permettre de les identifier. Une fois qu'elles sont identifiées, de les mettre à l'abri dans les structures de prise en charge, de leur apporter assistance médicale. Dans bien des cas, elles en ont besoin. Assistance psychologique, puisque justement, comme je l'ai dit également, ce sont des filles qui ont vécu des traumatismes terribles, à qui il faut apporter un soutien psychologique, de leur retourner en famille s'il y a ce besoin-là, puisque dans bien des cas, elles sont dans les zones qu'on appelle les zones de destination, elles viennent de quelque part. Donc, les retourner en famille, mais une fois également qu'elles sont retournées en famille, qu'on permette de les réintégrer socialement. Donc, toute la dimension protection, assez holistique. Mais il y a une dimension également non négligeable, qui sont les poursuites. Ce sont des gens qui tirent profit. Donc, ils commettent une infraction, il y a des lois qui sont là, il faut les appliquer. Donc, cette dimension-là, quand même, il faut dire qu'il y a un travail qui a été fait
mais elle reste assez timide, puisque les poursuites sont assez timides. Et il faut dire, et s'en féliciter, que dans la région de Kédougou, vraiment, comparativement aux autres régions, on a vraiment des poursuites qui sont assez sévères. Et on a un travail remarquable qui est fait par aussi bien les acteurs de la police, de la gendarmerie, mais également de la magistrature. Très bien. Alors, ça fait des années quand même que ça existe. C'est un trafic qui est vraiment très huilé. Comment faites-vous pour démanteler ces trafics-là? Ouais. Il y a un paquet de services qu'on met en place, mais c'est surtout au niveau d'abord communautaire, puisque ce sont des phénomènes qui se passent sur les Djura. Donc, il faut faire un travail pour que ceux-là qui sont au niveau des Djura puissent distinguer le phénomène. Parce que malheureusement, il y a la prostitution qui est autorisée, pour ne pas dire légale, mais il y a ici l'exploitation sexuelle. Oui. C'est ça qui est combattu. Il faut faire la part des choses. Exactement. Ouais. Donc, il faut faire un travail de sensibilisation pour que les gens puissent distinguer ce phénomène-là. Après, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Les aider à les identifier et à les référer au service de prise en charge. Donc, on a fait un travail au niveau de la région avec des comités départementaux de protection qu'on appelle les CDPE, qui sont au niveau des départements de Saraya et de Kédougou, avec des acteurs divers, puisque c'est une question que seule une organisation ne peut prendre en charge. Donc, il faut le concours de toutes les organisations, aussi bien de l'État que de la société civile. Et ce travail-là, il faut dire qu'on l'a réussi au niveau de Kédougou, qui fait qu'on a un maillage, on a un réseau très fort, qui a permis, sur 3 ans d'intervention, d'identifier 211 filles et de les retirer et de les retourner en famille. De les retourner en famille, ça n'a pas été évident quand on sait que la plupart d'entre elles ne viennent pas du Sénégal, ils viennent pas seulement de la sous-région, mais vraiment de la région ouest africaine. Je peux parler par exemple du Nigeria et du Ghana. Alors comment vous travaillez avec les consulats ou bien les chancelleries de ces pays d'origine de ces filles-là exploitées dans ces zones d'orpaillage? Est-ce qu'elles jouent réellement le jeu également, ces représentations diplomatiques-là? Absolument, absolument. Je profite de l'occasion pour remercier l'ambassadeur du Nigeria, le docteur Aboubakar, avec qui on a d'excellentes relations. Puisque justement, et c'est dommage de le dire, la majorité de ces filles-là qu'on a au niveau de Kédougou nous viennent du Nigeria. Donc avec l'ambassade, on a réussi à mettre en place un système qui permet, une fois qu'elles sont identifiées, de leur trouver des papiers, des documents de voyage pour le retour en famille. Et justement, tous les retours se sont faits conjointement avec l'ambassade, mais également avec les autorités qui sont sur place. Le gouverneur en premier, mais les préfets également, et les chefs de service au niveau départemental, aussi bien du département de Saraya que du département de Kédougou. Donc il y a un travail qui est fait avec tous les acteurs. Et vraiment, c'est un travail qui est huilé. Et ça nous a permis vraiment d'avoir ces résultats-là. Parce que sans le concours des acteurs, on n'aurait pas pu l'avoir seul. Alors, certainement, il vous arrive d'avoir également des cas assez particuliers de filles exploitées que vous sortez de cet enfer, mais qui ne veulent pas retourner dans leur pays d'origine, qui veulent s'établir au Sénégal, travailler et gagner dignement leur pain quotidien. Comment vous les accompagnez? Absolument. Pour une vie sociale. Vous avez parfaitement raison de le dire. Il y a deux choses qu'il faut distinguer. Le retour doit être volontaire, d'abord. Donc, il y a des filles qui ne veulent pas effectivement retourner chez eux, mais il y a des familles qui ne veulent pas que les filles reviennent chez eux, à cause de la stigmatisation. C'est vrai. Donc, il y a des moyens, effectivement, de les réintégrer localement, si ce besoin-là est exprimé. Donc, on a en place un dispositif qui permet de les accompagner pour qu'elles retrouvent leur dignité, pour qu'elles redémarrent leur vie, mais en restant justement au Sénégal, ou ailleurs d'ailleurs, parce que la relocalisation également est possible, pour éviter que toute cette dimension de traumatisme-là puisse perdurer. On peut transférer, déplacer la fille d'un endroit X vers un endroit Y pour permettre qu'elle reprenne sa vie en main. Alors aujourd'hui, au-delà de Kédougou, quelles sont également vos autres zones d'intervention sur le territoire sénégalais et même au-delà? Parce que vous ne couvrez pas que le Sénégal. Absolument. Voilà, votre domaine de compétence comme dépasse de loin les frontières de notre pays. Expliquez-nous comment vous avez fini par mailler un peu le territoire ouest africain. Oui. Comme j'ai dit, effectivement, on a un bureau qui est régional, qui est basé à Dakar, qui couvre l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons d'autres formes de traite, malheureusement, que nous abordons. Une des formes de traite également, c'est la mendicité. Malheureusement, dans bien des cas... Une autre forme d'exploitation, beaucoup plus pernicieuse. La plus sévère d'ailleurs. Hein, et des tout petits. Des tout petits, parce qu'au Sénégal, malheureusement, on voit des enfants mendier, on les voit comme des talibés, mais derrière ce voile-là, il y a une exploitation extraordinaire qui se passe. Puisque dans bien des cas, ce sont des enfants qui sont très tôt dans la rue, 5 h du matin, 6 h, ils rentrent au soi-disant Dara vers 19 h, 20 h, mais à qui on demande de rapporter les montants quotidiens. Vous savez que c'est généralement entre 500 francs et 1000 francs. Il y a une étude qui a révélé que dans la région de Dakar, il y a 30 000 enfants qui mendient. Rien que dans la région de Dakar.
Et c'est sous-évalué hein, au regard de tous ces enfants que l'on croise dans nos rues. Absolument. Ouais. Mais si vous prenez juste ce minimum-là, vous faites 30 000 enfants qui donnent 500 francs par jour. Un vrai business. Ça vous fait combien? Ça fait 15 millions par jour. C'est la vérité, c'est un vrai business. énorme. Si vous le faites sur l'année, rien qu'à Dakar, ça fait 5 milliards 475 millions. C'est ça. Alors, si vous doublez en prenant 1000 francs, ça vous fait 10 milliards. Si vous allez sur Thiès, Touba, Saint-Louis, etc., vous imaginez le nombre de milliards dont on va parler ici, mais qui proviennent de l'exploitation de la mendicité d'enfants. Donc, un phénomène qui est également réprimé. Donc, notre domaine d'intervention, c'est tout le territoire sénégalais, mais également c'est toute l'Afrique de l'Ouest. Et comme j'ai dit également, c'est une question qui traverse nos continents. Donc, on intervient également en Europe, en Asie, aux États-Unis, un peu partout. Et il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent justement sur ces questions-là, puisque c'est des questions de dignité, c'est des questions également de sécurité. Hein, puisque dans bien des cas, cette forme d'exploitation, elle est également connexe et liée à d'autres formes d'exploitation et à d'autres formes de criminalité. Bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur Saka. En tout cas, bravo et félicitations pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Voilà pour votre prochain. Alors, vous êtes là, je le rappelle, pour peut-être nos téléspectateurs qui viendraient de nous prendre en cours, que vous êtes là en votre qualité, bien sûr, de directeur régional de l'Afrique de l'Ouest, de cette grande organisation qui est Free the Slave. Et on revenait bien sûr sur les actions que vous déployez, surtout dans une zone comme Kédougou, où brutalement le trafic humain est très très développé et c'est surtout la gente féminine qui en souffre le plus. Et surtout qu'elles viennent, ces filles-là, de beaucoup de pays de la sous-région, notamment le Nigeria. Et sur place, donc, pas mal d'actions ont été menées par votre organisation et on voit les résultats, mais cela ne saurait suffire. Il faudrait toujours conscientiser pour amener le plus grand nombre à adhérer à cette cause plus que noble. Et dans la deuxième partie, on parlera également de ces autres solutions pérennes que vous préconisez pour que cesse tout trafic d'êtres humains sur notre territoire. Je pense qu'on peut nous tourner vers notre deuxième invité qui nous vient de Pire. Bien, on attend encore. Tu veux enchaîner? On peut enchaîner? C'est vous qui voyez comme on toujours. devait passer à la chronique archive, mais on va enchaîner. Vous êtes la patronne, hein? Je demande votre autorisation. Non, avec toi, tu es mon boss. Hein. Je ne veux pas de demande d'explication après. Quel honneur. Après ce magazine. Quel honneur. On va également parler de notre sujet plus que noble, hein, parce que il est question de notre survie donc sur Terre, hein, notre survie à nous tous. Hein. Que serait le monde sans arbres? Et aujourd'hui, le péril, il est là. Hein. Il est là, on n'a plus à le nier, c'est une évidence. Le désert avance parce que tout simplement, le déboisement est extraordinaire et on plante peu et le taux de survie est faible. Alors, vous voulez apporter des solutions, vous, pérennes à cela, à travers donc ce programme assez ambitieux de reboisement de plus de 18 millions d'arbres. Ici, rien qu'au Sénégal, et voire plus donc, dans les autres pays africains. Mais l'insigne honneur sera réservé à la ville sainte de Touba, hein, avec 2 millions d'arbres qui sont prévus pour la ville sainte de Touba. Pourquoi Touba? Quelle est la symbolique quand même de cette action? Mais avant cela, j'aimerais bien qu'on parle également de votre dernière levée de fonds. Absolument. Parce que vous pensez que l'Afrique est capable de lever des fonds pour son propre développement. C'est aux Africains de sortir quand même de leur poche de quoi financer le développement de l'Afrique. Est-ce que votre ambition a été véritablement satisfaite lors de cette fameuse levée de fonds, M. John? Merci beaucoup, Aline Badra. Je pense que nous avons été très satisfaits, j'allais dire, même si l'objectif en tant que tel n'a pas été atteint, ça nous a permis quand même d'apprendre. Et je pense que l'apprentissage est incontournable. Voilà, au passage, je suis professeur des sciences de la vie et de la terre. Voilà. Alors, donc, c'est vrai que j'étais là, je crois bien si ma mémoire est bonne, il y a 2-3 ans. Précisément le 7 janvier 2022. C'était à la veille de nos activités d'Africa Jeune Invest. Et je me devais quand même de faire un petit bilan avant d'enchaîner. Ça, c'est normal. C'est important. Alors, nous avons eu à faire une sorte de levée de fonds qui a impliqué environ une trentaine de pays. Et pourquoi d'ailleurs la levée de fonds? Le crowdfunding, qui est le financement participatif, est d'origine même africaine. Pour la simple raison que l'origine, c'est la tontine. Aujourd'hui, les gens sont en train de financer des projets extraordinaires. Voilà, je pense que vous connaissez un peu le transport à cordes. Oui. Aujourd'hui, c'est un transport qui pourrait peut-être aider Dakar. À chaque fois que je vois le transport à cordes, je pense à la ville de Dakar. C'est vrai que nous sommes en brousse, mais ici, c'est un peu pénible, hein, le transport à Dakar. Et donc, le transport à cordes, comme tout autre projet,
et le reboisement, entre autres, peuvent être financés à l'aide de nos propres moyens. Je pense que nous sommes au Sénégal et beaucoup de gens savent que voilà, le parti PASTEF, auquel j'appartiens bien sûr, a été financé exclusivement par comment on appelle, un crowdfunding, une approche participative. Donc ça, c'est une action révolutionnaire dans le champ politique ici au Sénégal. C'est la première fois que l'on voyait des militants financer eux-mêmes. Absolument. Donc, leur formation politique. Et ça, c'est des militants. Vous imaginez maintenant les 18 millions de Sénégalais. Sans compter les sympathisants aussi. Sans compter les sympathisants. Donc, les 18 millions de Sénégalais, s'ils décidaient aujourd'hui de financer un reboisement, c'est vite fait. Madame m'a demandé tout à l'heure la durée, mais la durée, ça dépendra de la compréhension du projet. D'accord, très bien. Ça peut, la compréhension, le travail sur le terrain pour que les gens comprennent, la sensibilisation, ça prend du temps. Mais aujourd'hui, si tout le monde comprenait la procédure, ça peut prendre quelques jours. On demande à chaque Sénégalais de planter un arbre. Ça nous fait déjà 18 millions. 18 millions. Donc le vrai travail, c'est la sensibilisation, c'est le terrain. Pourquoi la ville sainte? Comme tout le monde le sait, vraiment, tout bas, ce que ça représente au Sénégal, tout le monde, dans le monde, j'allais dire, hein, tout le monde le sait. Ensuite, c'est notre deuxième plus grande ville. Et normalement, nous avons des attaches, des personnes extrêmement engagées avec qui nous pouvons tout de suite lancer le projet. Parce que l'idée était aussi de cibler Dakar. Mais voilà, Dakar, nous avons une représentante ici qui est extrêmement engagée. Si vous le permettez, c'est la chef de cabinet du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Voilà, Awassi Soho. C'est elle qui couvre, si vous voulez bien, en tout cas, c'est elle la responsable du département de Dakar. Voilà. Pour nous, le financement participatif, c'est la vraie solution. Pas des aides au développement qui ne disent pas... C'est ce que disait d'ailleurs Cheikh Anta Diop. Hein, absolument. C'est nous-mêmes. Bien avant l'heure. C'est nous-mêmes. Pour faire court, Africa Jeunesse Invest, quand nous avons lancé l'idée, et je rappelle à la jeunesse quand même que le problème, ce n'est pas l'argent. C'est une question d'information et de formation. Si on a la bonne information et la bonne formation, chacun peut lancer ses propres projets, réaliser, si vous voulez bien, ses rêves, entre autres. Je rappelle que le projet Africa Jeunesse a été lancé à partir d'un simple téléphone portable qui n'avait coûté que 45 000 francs CFA. Et j'ai créé un tout petit groupe WhatsApp de 8 personnes. Aujourd'hui, entré dans la plateforme, nous sommes à plus de 4 000 membres, avec un peu plus d'une quarantaine de pays. D'ailleurs, si vous le permettez, l'Assemblée générale de la communauté AGI est prévue exactement le 28 septembre 2024 à Hambourg. Et aujourd'hui, 14 pays ont déjà fait, 14 pays ont déjà fait leur réservation. Il y a des gens qui nous viennent des États-Unis, du Canada, de la RDC. Je passe mon salut au président Norbert Yamba Yamba. Voilà, peut-être que vous le connaissez. Votre collègue Alexis Gabriel Bongo. Voilà, je pense que c'est autant de collègues, si vous voulez bien, en tout cas de personnalités qui vont venir de par le monde pour participer à cette Assemblée générale. Je pense que si on n'avait pas fait vraiment un résultat, l'Assemblée générale n'aurait pas eu lieu. Les gens, on n'allait pas avoir quand même... Vous avez fait quand même preuve aussi de méthodologie, mais le contraire aurait surpris. Vous êtes un scientifique à la base. Quand nous avons lancé au début la levée, ce n'était pas très fameux. Ça nous a permis de financer ne serait-ce que la plateforme. D'accord. Voilà. Déjà, et donc de s'exporter. À partir de là, nous avons lancé un autre projet qui s'appelle Damongaï City. Et je recommande l'État quand même, à l'État si vous voulez bien. Il s'appelle comment le projet? Damongaï City, qui vient de mon village traditionnel qui signifie Damongaï. Damongaï, ça veut dire Damongaï Tufudukatim, ça veut dire je suis déjà monté. C'est une histoire du souverain Sémou Djimit qui avait monté sur son cheval de bataille, de guerre. C'est l'ascension. L'ascension. De l'envol. Voilà, exactement. Voilà. C'est le courage aussi. Ça cadre bien avec l'image de cette Afrique. Sûr, oui, absolument. Et c'est à partir d'un terme que personne ne connaissait, voilà, que nous avons forgé cette ville futuriste, VIP, ville intelligente, participative. J'espère que ça n'a rien à voir avec le projet Icon City. Non, nous, moi j'ai dit que quelle est la différence? Moi, au contraire, je lance un appel à l'ensemble des afro-descendants. Quand j'étais là, vous m'aviez recommandé de faire appel à ces derniers peut-être, parce que la culture, elle est importante. La compréhension de l'environnement, elle est fondamentale. Moi, je ne maîtrise pas le projet Icon City, mais je maîtrise ce que je fais. Je suis né au village, j'ai grandi au village, je sais combien la terre importe et importante pour le paysan. Donc, quand il s'est agi d'aller, comment on appelle, trouver un site, on n'est même pas allé à la mairie. On n'est même pas
allés à la Vous mairie. allez voir directement les communautés. Nous sommes allés voir directement les paysans qui sont concernés. Exactement. Parce qu'il y en a qui vendent leurs champs. Et quand vous venez quand même entre Sénégalais, je viens, vous vendez votre champ, je l'achète. Est-ce que franchement, 2 ans, 3 ans après, vous avez un mot à dire par rapport à cette transaction? Rien à dire, parce que c'est vous qui avez décidé de vendre. Par contre, il y a beaucoup de projets, les gens vont vers les autorités. Et l'autorité, puisque c'est l'autorité, parfois... Vous faites le papier. Voilà, il fait le papier. Toi, Voilà. tu Sans viens... l'assentiment des populations. C'est le cas de Ndengler, c'est ce qui s'est passé à Ndengler, par exemple. Exactement, Voilà, c'est le cas de Ndengler. similitude. Et par l'occasion, je lancerai un appel solennel à l'endroit du président Bassirou Diomaye, avec qui était l'avocat de Ndengler, d'ailleurs, à l'époque. Oui, qui était l'avocat de Ndengler. Aujourd'hui, moi, je suis l'avocat de Damongaï. Quand je dis Damongaï, c'est la ville d'origine. Ça n'a rien à voir avec Damongaï City. Alors, Damongaï, et je pense que le problème qui se passe là-bas, les gens le savent un tout petit peu. On a, si vous voulez bien, fait un lotissement qui a été autorisé, je confirme, et nous, on l'accepte. Mais le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, on nous propose 4 parcelles par hectare. Et comme on appelle l'hectare, tout le monde sait que ça fait environ une vingtaine de parcelles. Après, je comprends qu'il y a l'autoroute de péage, entre autres, mais l'autoroute, il est passé à Malicounda. On veut nous servir un certain nombre d'explications. Nous sommes dans le foncier et nous l'assumons. Je répète, nous sommes dans le foncier et nous l'assumons. Mais nous y sommes avec une certaine approche qui est tout à fait différente de ce que les gens font. Tout le monde peut avoir un excellent projet, mais il faut aller vers les associés qui se sentent pleinement intégrés dans ce projet. Dieu sait un projet que ne c'est peut à réussir la d'ailleurs dernière sans... minute. Dieu sait que c'est à la dernière minute que les autorités de Malicounda me connaissent, m'ont connu, si vous voulez bien. Donc j'ai plutôt travaillé directement avec les paysans, avec des ingénieurs, entre autres. Voilà, la communauté agit, vous savez, hein, donc une dizaine de professeurs, une quinzaine d'ingénieurs. Voilà. Trentaine de... Voilà. Et vous vous êtes fixé quel délai quand même pour réussir l'érection de ce village, de cette ville futuriste à l'africaine? C'est vrai que ça prend du temps, mais aujourd'hui, on a environ 80 personnes qui ont déjà acquis leur parcelle. Certains ont terminé, d'autres sont en cours de paiement et avec des montants très abordables. Hein. Je n'entrerai pas, si vous voulez bien, dans ces détails, mais c'est extrêmement abordable. Et je ne veux pas expliquer le concept, parce que moi, je pense que le problème du Sénégalais, c'est le problème de la conceptualisation. Si chacun était bien dans la conceptualisation, on peut tout faire. On peut tout faire. Quand on a mis le concept, les gens ont sauté là-dessus. Parce que c'est un projet qui concilie l'environnement et la modernité. L'environnement et la modernité, c'est extrêmement important. Moi, j'ai l'habitude de dire que le vrai confinement, ce n'était pas pendant le Covid. Le confinement, vous m'excusez les gens qui sont ici, mais le confinement, c'est se confiner dans 150 mètres carrés toute une vie. Comme nos amis de Dakar. Nous vous invitons à découvrir le projet Damongaï City. Et le courage de vous éloigner de Dakar. Oui, de vous éloigner de Dakar. Il y a le vers Ngayo, le village. Damongaï City. Damongaï City. Voilà, Damongaï City. Quittez la Médina, allez à Damongaï City. Tapez simplement africageneinvest.com dans Google et vous allez avoir nos contacts pour avoir... voilà. Maintenant, par rapport au projet de reforestation. Le projet de reforestation, surtout, parce que pour moi, je suis un grand défenseur de l'environnement. C'est ma passion première, bien avant le journalisme. Mais je crois qu'au Sénégal, le plus important, ce n'est pas de planter, mais c'est vraiment de s'assurer du suivi. Le suivi. C'est là où souvent le bas blesse. Et à ce niveau, quels sont les garde-fous que vous avez fini, exactement. Et tout à l'heure, j'ai dit que le problème du Sénégalais, c'est un problème de conceptualisation. Comme vous le savez, il y a eu énormément de campagnes de reboisement, mais 1 an après, c'est presque l'échec. C'est ça. Le taux de suivi est faible. C'est extrêmement faible. Alors, ce qui se passe pour nous, c'est que la plante a besoin de 4 éléments essentiels. Il y a l'espace, il y a l'eau, il y a la protection, il y a l'entretien. Et les gens, souvent, ils n'organisent pas un reboisement, ils organisent une journée d'investissement humain. Les gens viennent le 3 et le 4, par exemple, ils seront là juste parce que le président a lancé un appel, tout le monde sera là. On va, si vous voulez bien, repiquer, mais il n'y a aucun concept derrière. C'est vrai. Ça. Après, c'est l'échec total. Donc, je lance un appel aux camarades, aux frères Bassirou. Donc, je pense que, je sais qu'ils sont là-dessus, si vous voulez bien. Mais, si vous voulez bien, nous, ce qu'on a amené comme innovation, c'est que d'abord, nous ciblons les maisons. Vous regardez, si vous prenez par exemple 5 mètres fois 6 mètres, ça fait 30 mètres carrés. Vous le multipliez par 1000 maisons, ça fait 30 000 mètres carrés, c'est déjà 3 hectares.
Et avec cette approche, on a fait des simulations, on se rend compte que facilement, quelqu'un, en tout cas la population sénégalaise, pourrait déjà procéder à des reboisements en commençant par la maison, parce qu'il y a l'espace, il y a l'eau, il y a la clôture et il y a l'entretien. Même quand aujourd'hui je ne suis pas là-bas, mais je suis sûr que madame et les enfants vont s'en occuper. Voilà, un petit coucou à la famille et à ma fille Sokhna Fatima Dione qui a fêté ses 10 ans hier. Joyeux anniversaire à elle. Voilà. Alors donc je disais que l'approche c'est vraiment commencer par les maisons pour deux raisons. Si vous le faites, parce qu'il y a les éléments qui sont indispensables à la plante qui sont réunis, les conditions sont réunies, les conditions optimales pour parler biologie, mais surtout vous avez, si vous voulez bien, l'occasion, l'opportunité d'apprendre. Et si vous maîtrisez ce que vous faites déjà à la maison, vous allez pouvoir, vous aurez le courage déjà d'aller au-delà. Et vous allez cultiver la bienveillance chez ses enfants. Parce que quand on s'occupe d'un arbre, c'est vrai en principe, on est bienveillant envers son prochain. C'est vrai qu'on ne peut pas tout dire d'un seul coup, mais l'objectif général, c'est contribuer efficacement au développement durable avec 6 objectifs spécifiques. Le premier, il est environnemental, la préservation de l'environnement. Le deuxième, c'est par rapport à la santé. Tout le monde sait qu'on ne consomme que des colorants, des produits chimiques, etc. Aujourd'hui, il faut revenir vers la terre. Et le troisième, c'est vraiment le financement, qu'on appelle renflouer les caisses familiales, bâtir les finances familiales. Aujourd'hui, il y a combien de gens qui sont devenus milliardaires par le végétal, par la plante. Et il reste les deux. Les deux autres, il y a l'aspect pédagogique. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne protègent pas l'environnement parce qu'ils ne le connaissent pas. C'est ça. Donc, on doit éduquer les enfants à l'environnement. Et quand vous avez des plantes chez vous, à la maison, vous avez l'occasion quand même de leur transmettre le savoir, le savoir-faire. Et ça va développer leur empathie. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des aspects pédagogiques et didactiques. Et le 5e élément, pour terminer par là. OK. Et le 5e élément, c'est poser les jalons de l'industrialisation. D'accord. Poser les jalons de l'industrialisation. Parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est quoi? C'est que tous les membres de chaque commune vont mettre en place une grande surface qu'on appelle un good food, en quelque sorte, dans laquelle ils vont amener tous leurs produits. Vous amenez du citron, elle amène de la papaye, moi de la mangue, etc. Et nous allons, je dis bien, nous allons ressusciter le troc. À l'ère de la technologie, à l'ère de la blockchain, à l'ère des crypto-monnaies, à l'ère vraiment de la... Si j'avais le temps, j'allais développer un peu les aspects monétiques. Et on y reviendra dans la deuxième partie. La seconde partie, excellent projet, que d'excellents profils, que d'excellents invités. C'est cela Kinkeliba. Et on a senti un peu la passion entre les deux. Mais restez, on fera un rappel des différents projets avant la fin de cette émission. Absolument. Très bien. En tout cas, on a senti les deux, la passion entre vous deux, Alioune Badara Kane et Monsieur Dione. Tous les sujets abordés. Alors d'ailleurs, vous avez reçu beaucoup de messages sur notre plateforme digitale. Abdou Gueye qui dit, Abdou Gueye Ndoye, leur péage, un métier bizarre donc finalement. Décidément, cela veut dire que la prostitution y est forcée. Cela, c'est vraiment très vilain et toujours pour la gente féminine qui paie les frais. Alors, un message que nous avons également reçu de Mokhtar Senghor qui vous félicite justement pour cette intervention. Tout de suite, on va passer à la rubrique archives avec Alioune Diop. Bonjour Alioune Diop, comment allez-vous? Vous êtes de l'autre côté du studio. De quoi va-t-on parler ce matin? Bonjour Anta, je salue toute l'équipe de Kinkeliba, sans oublier les invités. Aujourd'hui, dans Archives, nous allons parler de Kiné Lam, chanteuse, lead vocal donc, et leader de groupe musical Kagou. Le prétexte, c'est quoi? L'Université Cheikh Anta Diop a organisé récemment une journée d'études et de réflexion sur l'œuvre de Kiné Lam. Il y avait beaucoup d'interventions des professeurs d'université, mais aussi d'autres fans de musique. Kiné Lam était présente justement dans la salle avec une très forte délégation. Kiné Lam, quand on parle d'elle, on parle de son de Sorano, inévitablement. Kiné Lam a Sorano, mais c'est la première femme qui a quitté la musique traditionnelle pour mettre en place une formation musicale, le Kagou Orchestra. Mais avant cela, il y a eu cet album avec Ibrahim Silla, Sillar Production, avec Dogo, on se souvient de cette chanson. Un album produit par Sillar, mais réalisé par Bonkana Maïga à Abidjan. Je crois que cela a déclenché cette envie de Kiné Lam d'avoir un orchestre et de quitter un peu
Sorano pour proposer un autre format musical. Aujourd'hui, on parle de tradi moderne. Vraiment, c'est né avec Kiné Lam et avec un homme comme Cheikh Tidiane Tall qu'il a vraiment exploité pour amener sur son sillage d'autres femmes de Sorano, mais d'autres qui ne sont pas forcément de Sorano, mais qui avaient fini par sortir beaucoup d'albums, des albums avec ce format tradi moderne. Je crois qu'en dehors même des harmonies et en dehors des harmonies, il y a aussi un autre format qui est né de ce format tradi moderne, et c'est toujours Kiné Lam qui inspire, parce qu'on a connu Abigane Diop avec du tassou, mais c'était toujours sur ce format tradi moderne. Donc Kiné Lam, nous allons justement retrouver l'initiateur de cette journée de réflexion et d'études sur l'œuvre de Kiné Lam. Il s'agit de Mamadou Dramé, président de l'Association des professeurs de français du Sénégal, mais aussi professeur titulaire, assesseur et vice-doyen de la FASTEF. L'œuvre de Kiné Lam, parce que Kiné Lam, en tant qu'artiste, est quelqu'un qui a traversé plus de 40 ans de carrière, et au cours de cette carrière-là, elle a pu montrer beaucoup de choses, elle a parlé de beaucoup de choses, beaucoup de sujets donc, qui intéressent la société sénégalaise. Elle est la première femme à avoir mis en place un orchestre, donc elle a été l'une des inventrices, je ne sais pas si le mot existe, de ce que l'on pourrait appeler la musique tradie moderne. Donc c'est quelqu'un qui a véritablement eu à agir sur la musique au Sénégal. Et nous avons pensé que c'était l'occasion de montrer que Kiné Lam, par-delà les mélodies qu'on connaît très bien, c'était également des textes qui étaient très forts, donc des textes à travers lesquels on pouvait reconnaître la société sénégalaise. Et je pense également que nos artistes, généralement, sont primés à l'extérieur. Ils sont célébrés à l'extérieur, on reconnaît leur talent à l'extérieur, donc hors du Sénégal. Et nous estimons que nous aussi, en tant qu'universitaires, on a le devoir de mettre tout ce qui est production musicale, production artistique, production intellectuelle, parce que la musique également c'est de l'intellectualité, donc mettre tout cela au service de la population sénégalaise. Et nous avons pensé que après les deux hommes que vous venez de citer, Kiné Lam était naturellement celle qui devait venir, parce qu'il fallait également célébrer la femme et montrer que la femme n'a jamais été derrière pour ce qui concerne les créations artistiques. On peut retenir de la journée qu'au-delà de la musique, parce que la musique, c'est vrai, c'est des mélodies, il faut que ça soit agréable à l'oreille, c'est également un talent qui est inné donc chez Kiné Lam et qu'elle a travaillé par la suite, mais c'est également des textes très forts, des textes qui parlent de politique. Parce que Kiné Lam évoque la question de l'apartheid, ça fait très longtemps, c'était au début, peut-être dans les années 80, à la fin des années 80, quand elle parle de la question du mariage, elle prend en charge sur elle-même de parler du mariage, des responsabilités des hommes et des femmes. On revoit aussi la façon dont elle traite l'histoire à travers la tradition orale. Elle répète la tradition orale, elle revient sur les marabouts. Donc, véritablement, on s'est rendu compte qu'au-delà de l'aspect musical, on a eu des textes extrêmement forts, des textes qu'il fallait mettre à la disposition du public. Et nous espérons que d'ici 2 ou 3 mois, nous aurons un ouvrage qui va recenser l'ensemble des contributions. Parce qu'au cours de cette journée, ce sont des philosophes, des historiens, des linguistes, des collègues qui travaillent sur les questions de sciences politiques, donc des sociolinguistes, donc des différentes disciplines des sciences humaines et sociales. Ce sont ceux-là qui sont intéressés à la production de Kiné Lam. Et je pense qu'on pourra sortir avec quelque chose qui montre véritablement que Kiné Lam fait partie des intellectuels qu'on devrait mettre au Panthéon. Et je pense que le Sénégal est en train de le faire, mais on ne le fait jamais suffisamment. Et nous espérons que dans l'année prochaine, nous aurons l'occasion de mettre en lumière un autre artiste, surtout ces gens-là qui ont bercé notre enfance et qui continuent à nous accompagner. Machallah Kiné Lam, bon, qu'on ne présente plus, et Alioune Badara Kane, ta chanteuse préférée, faudrait vraiment que je te laisse placer un mot sur cette grande dame. Ah non, mais j'en frissonne d'ailleurs. Hein. Je suis heureux que le sujet porte sur cette grande dame, cette grande cantatrice qui est Kiné Lam Mambamba. Hein. C'est comme ça qu'on la connaît mieux ici au Sénégal. Elle a vraiment apporté un plus à la musique traditionnelle en y intégrant une touche assez moderne, mais qui n'a pas trop dévoyé, qui n'a pas du tout dévoyé, pas du tout dénaturé.
Donc, c'est le fond musical qui reste quand même traditionnel. C'est vrai. Et véritablement, c'est une grande cantatrice, hein, très en phase avec le titre donc, de Grand Alioune Diop, hein, Kiné Lam, la grande cantatrice. Elle nous a valu pas mal de satisfaction pour montrer que quand une œuvre est de qualité, elle entre dans la postérité. Hein. Par exemple, cette chanson-là, elle date des années d'avant votre venue sur Terre. Hein. Mais on la fredonne toujours avec beaucoup de joie, beaucoup de contentement. Hein. En tout cas, Kiné Lam, c'est vraiment une grande dame et qui connaît bien l'histoire de ces grands royaumes centraux du Sénégal. Parce que le Sénégal ne se limite pas seulement à ces royaumes centraux. Je parle du Jolof, du Baol et surtout du Kadior. Hein, le Kadior qu'elle connaît très bien. Et quand elle retrace la lignée des Damel, mais vous vous dites que nous sommes un grand peuple. Et je pense que ça, quand même, c'est un patrimoine à préserver. Et on lui souhaite une santé de fer et beaucoup de joie dans la vie. Très bien, Monsieur Dione, vous écoutiez un peu Kiné Lam. Oui, mais absolument. Naturellement, je pense que la civilisation, la culture sont extrêmement importantes. La civilisation et la culture, c'est incontournable. Je pense que s'il y a des acteurs dans ce domaine-là, il faut les accompagner. Parce que le génie humain se reflète à travers ses actions, ses actes, les inventions, les œuvres d'art. Et nous, on n'a pas une autre matière première. La première des matières premières, c'est la matière grise. La première des matières premières, c'est la matière grise. C'est pourquoi d'ailleurs nous investissons dans le génie humain. C'est vrai. Il faudrait que les gens investissent dans le génie humain, investissent dans le génie africain, dans le génie sénégalais, dans le génie malien, si véritablement nous voulons faire décoller l'Afrique. Et dans le génie zambien. Monsieur Saka. C'est la solution la meilleure. Oui, voilà. Absolument. Je pense que vous avez raison. C'est une grande cantatrice, comme vous l'appelez. Et moi, je suis heureux de réécouter ces chansons, hein, parce qu'elles nous ont bercés. Hein. Et il faut dire également qu'il y a beaucoup de valeurs qui étaient véhiculées par les messages. Et c'est ça aussi la force de ces grandes dames-là. Elles ont contribué à notre éducation, à la transmission également de la culture et de l'histoire du Sénégal. Donc, on leur souhaite beaucoup de santé encore une fois et longue vie. Très bien, et on va continuer avec vous. Hein. Alioune Diop, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de cet élément? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut retenir de Kiné Lam Mambamba? Voilà, donc si on revient un peu après cet élément sur Kiné Lam, on retiendra que selon des témoignages des gens qui l'ont côtoyé, professionnellement parlant, Kiné Lam est une perfectionniste. Kiné Lam respecte les rendez-vous, les heures de répétition, les rendez-vous, les sessions du studio. Elle travaille beaucoup. Ce sont des témoignages que nous ont donnés justement beaucoup d'artistes ou beaucoup d'instrumentistes qui ont travaillé avec Kiné Lam. On a cité tout à l'heure Cheikh Tidiane Tall, Yahya Fall a travaillé avec Kiné Lam, Dembel à la basse, quelques temps avant de céder sa place à Itou Dieng, qui a été bassiste de Kiné Lam, Iba Ndiaye avant d'aller au Super Diamono, avant d'aller dans le groupe Oasis, ou Liptako aussi était dans le groupe Kagou de Kiné Lam. Il y avait aussi El Hadj Ndiaye comme percussionniste. D'autres musiciens l'ont côtoyé. Et la force de Kiné Lam, c'était aussi la scène. Pourquoi je parle de force? Aujourd'hui, on néglige l'intérieur du pays, les régions. Kiné Lam a joué partout, y compris même dans des zones rurales. Ça faisait partie de la force de Kiné Lam, ces concerts dans certaines localités du Sénégal. La vie ne se limite pas dans les villes, la ville ne se limite pas à Dakar. Donc les artistes ont intérêt à aller à l'intérieur du pays, les promoteurs ont intérêt à organiser, pourquoi pas les collectivités locales, mais en tout cas Kiné Lam, avec des promoteurs bien sûr, a exploité considérablement cette surface, ces territoires du Sénégal. Ça faisait partie de sa force. Il s'est produit aussi hors du Sénégal, en Afrique et des tournées en Europe. Et Kiné Lam, en dehors de Ibrahima Silla, avait aussi d'autres maisons de disques comme Fimo Factory ou Chakanaki, mise en place par justement Alex Boissel. Kiné Lam, on a parlé d'elle aujourd'hui comme leader, comme lead vocal, comme première femme qui a mis en place un orchestre, si on parle des chanteuses traditionnelles. Donc on lui doit aujourd'hui la facture tradie moderne, exploitée abondamment. Jusque-là, il a tracé donc d'autres sillages pour varier, pour diversifier justement la scène musicale sénégalaise.
Voilà, donc aujourd'hui on a parlé de Kinelam dans Archives, dans Kenkeliba. Je vais devoir maintenant aller retrouver Yolande Diaye dans le studio Ahmadouba pour plus près de vous, Guelen Diégué. C'est le dernier numéro de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Très bien, Inch'Allah, la semaine prochaine, Gunlen Diégué, plus près de vous, sur les ondes de Radio Sénégal International. Tout de suite, je vous offre le clip du jour. Je te l'offre spécialement, Aline Badarakan. Merci le beaucoup. Clip du jour. J'espère que c'est Kinela Mambamba, sinon je vais regretter mon choix. Allez, à tout de suite. C'était le clip du jour, Dogo, Kinelam, avec le titre Dogo et un hommage qu'elle a eu à rendre à son défunt mari. Alors, coach Tandara, je vous ai également offert ce clip pour aujourd'hui. Et dans la seconde partie, justement, Laura prendra votre place pour la chronique culture. En attendant, on va suivre le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. J'ai eu le privilège d'être reçu par le président de la République avec mon équipe et il est ressorti de nos échanges une convergence d'idées sur un certain nombre de problématiques et nous nous sommes engagés à renforcer les relations entre le Sénégal et les États-Unis. Nous avons également réaffirmé notre engagement pour le développement à travers un certain nombre de questions, notamment le renforcement de nos relations bilatérales. Comme vous le savez, les États-Unis sont très reconnaissants du rôle joué par le président de la République et nous quittons le Sénégal avec un engagement fort de devoir travailler ensemble pour relever les défis de l'heure. Au cours de l'entretien que nous avons eu avec le président de la République, nous avons souligné un certain nombre de domaines d'engagement et nous avons également fait état d'un certain nombre de projets importants, notamment le projet portant sur le secteur de l'électricité et le secteur hôtelier. Donc au bout du compte, cette visite nous a permis de faire le tour sur beaucoup de questions et nous sommes très fiers d'avoir été reçus par le président de la République. À la centrale électrique du Cap des Biches, le secrétaire d'État adjoint des États-Unis d'Amérique a eu droit à des explications sur l'état d'avancement des travaux. Ils sont à un taux d'exécution globalement de 49%. Here in Senegal to express our strong appreciation and commitment to the new government. Je suis très ravi de voir ce que le Compact réalise au Sénégal. Ce projet est fantastique. Je suis content de l'état d'avancement des travaux. Le projet va permettre la production d'une énergie propre et fiable et la croissance de l'accès à l'électricité. Working with local partners to deliver reliable, clean energy that will help not only urban populations. Le transport, l'accès à l'électricité et la réforme du secteur sont les différents volets du projet. Il va impacter près de 12 millions de bénéficiaires pour un coût de 330 milliards de francs CFA. La volonté du gouvernement de l'État du Sénégal, c'est effectivement de permettre un accès à l'énergie à toutes les populations sénégalaises, mais un accès
à un coût effectivement supportable, abordable par tous les Sénégalais. Et c'est l'occasion encore pour nous de féliciter et de remercier encore le peuple américain pour son accompagnement dans les chantiers de vie du peuple sénégalais. Dans le cadre du projet transport, il est prévu la mise en place de câbles sous-marins de 225 000 volts de Kounoun au Cap des Biches. Les travaux vont être livrés au premier trimestre de 2026. Le Sénégal souhaite son éligibilité pour le compact régional à gestation. La matérialisation à travers une convention d'un projet d'exception portant sur la construction d'un hôtel de luxe. Un projet suffisamment outillé pour remplir les conditions inhérentes à l'obtention du financement de l'Agence américaine de développement international. C'est le projet le plus novateur que nous avons signé jusqu'ici. Notre approche est holistique et globale. Nous entendons travailler en confiance avec l'ACAP. Ce complexe aura pour siège la pointe des Almadies, un site exceptionnel, sans doute le plus occidental de la capitale sénégalaise. Il s'inscrit dans le cadre d'un projet de 162 millions de dollars, environ 100 milliards, visant à construire un hôtel Sheraton 5 étoiles luxe de 250 chambres et un hôtel à loft 3 étoiles luxe de 150 chambres. Vu son importance financière et son enjeu stratégique, ce projet témoigne de l'attractivité de la destination sénégale. Le besoin en infrastructures hôtelières supplémentaires de qualité à Dakar constitue un fondement économique solide pour ce projet, encore plus aujourd'hui avec le développement des ressources gazières et pétrolières du Sénégal et du renforcement de la position du Sénégal comme hub aérien régional. La gestion de ce complexe sera confiée à Marriott Hotel, un groupe spécialisé dans l'hôtellerie de luxe, le premier au niveau mondial. Le stade Santiago Bernabéu plein à craquer. L'ambiance résonne jusque dans les vestiaires. Le grand jour est enfin arrivé pour Kylian Mbappé. Une entrée en scène devant ses parents, sourire aux lèvres, Kylian Mbappé est visiblement très ému. Il est accueilli par Zinedine Zidane et le président du Real Madrid, Florentino Pérez. Ha dormido durante muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid y hoy se realiza mi sueño. Soy un chico feliz hoy, muy feliz. Kylian Mbappé, 25 ans, arrive dans un club qui a la culture de la gagne, une institution très forte. Il annonce être prêt à relever un nouveau défi. Ahora tengo un otro sueño. Este sueño es de cumplir. Quiero cumplir un otro sueño, es de estar a la altura de la historia de este club, el mejor del mundo. Quiero decir una cosa, es que me voy a dar la vida para este club y para este escudo. 1, 2, 3, ¡a la Madrid! Mbappé déclare déjà sa flamme au Real Madrid, un club avec lequel il s'est engagé pour les 5 prochaines années. Alioune Badara Kane, 1, 2, 3, à la Madrid. Je prie pour un flop. Ça, c'est dans le cas. Bonjour le Barcelonais qui part. Bienvenue en plateau, Laura. Comment vas-tu? Merci beaucoup. Merci, ça va très bien. Bien réveillée ce matin. Très bien réveillée ce matin. Alors ce matin, on va parler avec toi du cousinage à plaisanterie avec la première édition du festival du cousinage à plaisanterie à Foundiougne. Oui, Foundiougne, tout à fait. Un sujet, je pense, qui va beaucoup plaire à Alioune Badara Kane, parce que c'est vraiment le garant de cette coutume sur ce plateau, le cousinage à plaisanterie ou la parenté à plaisanterie, comme on dit. Et effectivement, comme on dit, Alioune Badara Kane qui parle toujours de ses cousins sérères ou de ses parents sérères sur ce plateau. Et c'est un héritage à préserver également. On revient après la Tamkharit où sur les réseaux sociaux, chacun plaisantait sur les capacités de son cousin à survivre au Tchéré. Et alors, d'où nous vient cette coutume et quel est jusqu'à ce jour son impact surtout sur la cohésion sociale? On regarde cet élément d'Oumou Kalsoumsi qui était à Foundiougne dans le cadre justement de cette première édition du festival du cousinage à plaisanterie.
Le temps d'un week-end dans le Sénégal des profondeurs est magnifié un des piliers de notre commun vouloir de vie commune. Serer, Diola, Peul, Lébou se retrouvent à Foundiougne, terre d'histoire, pour célébrer le cousinage à plaisanterie. Ce cousinage est aussi ancien que les peuples que vous avez évoqués. Parce que nous, déjà très jeunes, on nous apprenait à la maison, dans la lointaine Casamance, qu'il ne faudrait jamais faire quelque chose de répréhensible à l'endroit d'un Serer. Cela veut dire que nos ancêtres savaient que les Diola et les Serer avaient quelque chose de commun. Et ensuite, on nous a dit, le plus grave, c'est de faire couler le sang d'un Serer. Et que s'il arrivait que vous assistiez quelque part, ou par accident, il y a du sang Serer, prenez-en une partie, mettez sur votre front, parce que c'est ça qui va vous sauver. Des frères issus des sœurs jumelles Agen et Djambogne, la légende raconte qu'elles se seraient séparées à la suite du naufrage de leur embarcation sur le fleuve Gambie. Agen finit son périple au sud du Sénégal, où elle fonde une famille et donne naissance au premier Diola. Djambogne, elle, se retrouve dans le nord et de son mariage naissent les premiers Serer. C'est plus tard, en 1993, quand le gouverneur Salou Sambou a été installé à Fatick, qu'il a initié la première rencontre du Festival des Origines. Et c'est à cette occasion qu'on a parlé de Agen et Djambon. Puis il développe dans sa thèse cette légende d'ailleurs, qui maintenant il va immortaliser. Il dit, elles ont deux sœurs, qui s'appellent l'une Debo et l'autre Man. Et que donc Debo serait la mère des Alpulaar et Man la mère des Lébou. Nous avons des identités qui nous permettent de nous parler et de nous parler de façon totalement libre, y compris dans des insultes qui font partie du processus de socialisation dans le contexte d'un cousinage à plaisanterie. Une légende réadaptée ici à l'occasion du premier festival du cousinage à plaisanterie de Foundiougne. Ce qu'on peut dire, un lien invisible qui nous unit, mais qui nous unit dans un cadre de paix, qui nous unit dans un cadre de convivialité, de solidarité. C'est un grand jour pour nous. Diola, Serer, Peul, Lébou, tous sont présents pour préserver un legs fondamental pour notre pays. Nous prions pour que ça perdure pour la stabilité de notre pays. Un legs à préserver pour la stabilité sociale et pour contrer les démons de la division qui, sous d'autres cieux, opèrent. Dans d'autres contextes, notamment de l'Afrique centrale, on a des cousinages qui sont des cousinages de guerre. C'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre de groupes ethniques dans ces espaces qui sont en cousinage pour la guerre. Nous sommes en cousinage pour la paix. À Foundiougne, l'héritage est donc vivifié. Un retour aux origines pour rappeler que le peuple sénégalais est un et indivisible. Les rapports séculaires entre ethnies restent la première ressource inépuisable de notre nation. Le Sénégal est un peuple uni et indivisible et on peut dire qu'on peut compter sur le cousinage à plaisanterie pour justement garder cette cohésion sociale. Oui, absolument, je confirme, on peut compter, mais tout dépendra également de notre capacité à valoriser les valeurs qui sont reçues. Moi, j'ai le tout premier document que j'ai écrit, qui était un roman, le titre c'est « Valeurs ressuscitées ». Mais ce n'est pas ressuscité, valeurs reçues et citées. Un jeu de mots. Valeurs ressuscitées. Alors, le cousinage à plaisanterie entre les ethnies, ça existe, mais au sein, si vous prenez l'ethnie Serer, que je connais peut-être la mieux, au sein même de l'ethnie Serer, il y a un cousinage entre le grand-père et le petit-fils, si vous voulez bien, entre, si vous voulez bien, les noms de famille, Diouf et Faye, c'est ça,
entre John et Tin. Donc, mais bon, je ne prendrai pas beaucoup de temps, mais c'est vraiment quelque chose qui existe et qu'il faut surtout valoriser. Donc, madame, franchement, nous sommes extrêmement contents du travail que vous abattez, nous vous encourageons. Et moi, je crois fondamentalement que le fondement de la stabilité, de la cohésion sénégalaise, elle est avant tout culturelle. Elle relève de la culture. Après, on nous dira que voilà, il y a des aspects qui sont accentués par, si vous voulez bien, les religions, entre autres. Mais avant même les religions, les gens avaient une considération exceptionnelle par rapport à ces valeurs. Si vous prenez Fadjouch, je pense Ziguinchor, quelque part à Santhiaba, là on a les cimetières mixtes. Oui, c'est vrai. Moi, chez moi, à Damongaï, il y a un cimetière mixte. C'est vrai. Et je pense que les étudiants, les doctorants devraient chercher à soutenir des thèses sur des sujets nous concernant. Quand on vous dit Kewel du Teb Dom Jabot, Kewel du Teb Dom Jabot, du non la. Mbat folke obe ma ñaaj mbat folke obe ma ñoj Kewel du Teb Dom Jabot, ça veut dire que il y a un aspect héréditaire qui est là. Après, on veut nous faire croire que c'est Mendel qui est le père de la génétique, etc. Et ça date de tout récemment. C'est vrai. Il suffit juste de démontrer que ces propos-là remontent de l'époque de Koch ou bien avant. Et de comprendre qu'en réalité, la génétique, les gens le connaissaient bien avant. C'est vrai. Tout est en Afrique. En tout cas, on peut dire également que le cousinage à plaisanterie est un lien, on va dire, invisible qui unit aussi. Absolument. Alors, le parfait exemple entre Serer et Halpulaar, n'est-ce pas, sur ce plateau. Non, c'est un legs très fort, hein. Je pense qu'il faut conserver. Et justement, comme l'a dit le co-invité, c'est vraiment le ciment qui nous unit. Et justement, ça ouvre beaucoup de portes. Même dans une société ou bien dans une communauté où vous n'avez pas de relation, il suffit simplement de dire moi qui est, ma mère est sérère, mon père est Yoruba, mais aujourd'hui je me réclame sérère. Et je peux taquiner Alioune Badara. Vous pouvez, hein. Et ça va créer des relations déjà. Donc c'est quelque chose qui est très fort, je pense, sur lequel il faudrait qu'on puisse compter et le développer parce que ça peut permettre justement de renforcer la cohésion sociale dans ce pays-là. Excellent sujet, surtout au lendemain de la Tamkharit. Tout à fait, effectivement. Et effectivement, nos invités l'ont très bien rappelé. On parle de jeux populaires, on parle d'alliance à plaisanterie, afin de finalement conserver cette idée-là de parenté fictive, en fait, de créer en fait une relation privilégiée. Hein, c'est ce que vous avez très bien expliqué avec son prochain. Et vous le remarquerez, c'est, comme vous l'avez dit, monsieur, c'est sans distinction d'âge ou de hiérarchie. Donc, quelque part aussi, c'est un peu une manière de favoriser le dialogue intergénérationnel aussi. Donc, plus que l'idée de plaisanter finalement sur son voisin ou sur son cousin, c'est un outil de régulation sociale. On l'a vu dans l'élément, hein, et qui peut parfois être mal compris au-delà de nos frontières. Et pourtant, il joue un rôle véritable dans la préservation de la paix. C'est un outil vraiment, comme vous l'avez dit aussi, avec ce mot-clé qui revient, qui finalement cimente le vivre ensemble. Absolument. Ce que tu dis est tellement vrai. Un jour, sur une publication sur Facebook, alors je tag un ami sérère, un camarade de promo du CESTI, il est sérère. Alors c'est un animal qui est représenté, quoi. Alors j'ai dit, hey, l'arrière-grand-parent de il a mal pris. De Gorgui Samba Ndiaye. Non, lui, il comprend, les Sénégalais comprennent. Mais ce que j'ai oublié, bon, ça c'est un espace ouvert à tout le monde. Oui, absolument. Et il y a un frère africain, je ne sais de quelle nationalité encore, à la limite il m'insulte. Il est choqué. Il n'a pas bien pris ça. Complexé, je sais ce qu'il a dit encore par la suite. Je lui ai dit, je vous pardonne mon frère parce que vous ne comprenez pas en fait le sens de ma petite plaisanterie. Après Samba Ndiaye, heureusement qu'il me vient en appui pour me dire, hey, mon frère, ça c'est plutôt ton grand-frère, oui. Ton grand-frère, oui, comme ton grand-père, voilà, c'est ça. Donc pour vous dire les subtilités également de la culture, c'est important, mais c'est quelque chose que l'on se doit vraiment de préserver. Justement, est-ce que c'est une coutume qui se pratique au-delà du Sénégal, dans certains pays voisins ou pas? Oui, tout à fait, effectivement, on le retrouve beaucoup en Afrique de l'Ouest. Par exemple, au Burkina Faso, c'est une coutume qu'on peut même expliquer au musée. Hein. Je l'ai vu par exemple au musée de Bazoulé où on retrouve le sanctuaire des crocodiles qui est très visité. Il y a une salle qui est dédiée à mieux comprendre le pays et ses différentes populations. Et il y a justement des explications sur ce cousinage à plaisanterie. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert qu'effectivement, au-delà du Sénégal, il y avait aussi, voilà, au Burkina Faso par exemple. Au Niger, il y a carrément un mois de la parenté à plaisanterie qui est célébré
de façon régulière. En 2010, sous l'égide du ministère de la Communication, des nouvelles technologies de l'information et de la culture, il était organisé sous le thème « Le mois de la parenté à plaisanterie, un facteur sûr de renforcement de l'unité nationale et de consolidation de la paix ». Donc on voit bien qu'effectivement, un peu partout dans la sous-région, c'est un procédé qui dépasse finalement la pratique informelle et qui tend à être au cœur d'événements dédiés, en fait, comme cela a pu être le cas avec cette première édition du Festival du cousinage à plaisanterie à Foundiougne. Magnifique sujet, un sujet qui me rappelle, moi, ma première fois quand j'ai eu, c'est-à-dire quand j'ai été confrontée au cousinage à plaisanterie. À l'époque, je ne comprenais pas bien Wolof et un Guéhen est venu me dire « Damalay Soumé ». Donc je pensais qu'il a voulu faire des attouchements, que je suis allée directement dénoncer à ma maman, alors que c'était vraiment du cousinage à plaisanterie. Et depuis lors, j'adore cela. Alors Aline Badara-Kane, je te laisse redonner la parole à nos invités. Voilà, c'est un plaisir hein, donc, de redonner la parole à nos deux invités par rapport à au prétexte, en tout cas, respectif de leur venue sur ce plateau. Donc, on va bien sûr commencer par M. Saka. Alors, sur également les autres axes d'intervention de votre organisation, que je rappelle en frise Slève, et puis également les recommandations que vous feriez à nos États pour plus de vigilance contre le trafic humain. Merci bien, M. Khan, encore une fois. J'aimerais simplement rebondir sur quelque chose qu'a dit mon ami et collègue par rapport au fait qu'au Sénégal, on n'est pas dans la conceptualisation. En fait, on est dans la conceptualisation. À mon avis, ce qui manque, c'est la mise en œuvre. On est très fort dans l'élaboration de documents, de concepts, de plans d'action. Mais ce qui manque dans bien des cas, c'est l'application. Et justement, la recommandation aux autorités judiciaires, c'est l'application de la loi. Puisqu'au Sénégal, on a une loi qui date de 2005, sur la traite des personnes, qui réprime fortement l'exploitation des enfants, notamment dans la mendicité, l'exploitation sexuelle des filles et des femmes. Mais on a très peu, justement, de personnes qui sont condamnées, qui sont inquiétées, puisque la loi est timidement appliquée. Donc vraiment, ce volet-là, il reste à être renforcé. Maintenant, il y a beaucoup qui a été fait en termes de prévention. Au niveau communautaire, les communautés sont assez sensibilisées, elles comprennent, mais il y a très peu de dispositifs en termes de protection. Si je prends le cas de Kédougou, il y a 2 centres d'accueil qui sont disponibles là-bas, qui sont des centres d'accueil privés. Aujourd'hui, le projet qu'on a eu pendant 3 ans a permis d'assister 200 filles, mais il y a des milliers de filles qui restent à être prises en charge. Le projet est arrivé à terme le 30 juin. Ça veut dire que si on se retire, si ces centres-là ferment, les filles qui sont là ne seront pas prises en charge. Alors que la mission qu'on a, c'est une mission de complément aux actions de l'État. C'est d'abord une mission régalienne. Donc j'appelle l'État à prendre en charge cette question-là, à mettre en place un dispositif qui permettra, une fois que ces filles-là sont identifiées par les communautés, qu'elles sont référées, qu'elles puissent être prises en charge. Merci beaucoup, M. Saka. Alors, M. Diouf, John, qu'est-ce qu'il me prend? Mais bon. C'est un râle poulard. Sur voilà, la journée, ce qu'on devrait retenir en termes d'activité, mais également un dernier plaidoyer pour quand même un bon suivi de cette action. Oui, absolument. En tout cas, la journée, pour le rappeler, c'est le samedi prochain, 20 juillet, à 15 h, à la salle de la mairie. Et c'est vraiment l'occasion aussi de rendre un hommage au Khalife général des Mourides et à l'ensemble des personnalités qui ont permis, en tout cas, la tenue de cette journée, de cette cérémonie officielle de lancement. Voilà. Moi, je pense que le plus important dans ce que nous faisons, c'est l'approche. Donc, l'idée n'est pas d'aller acheter des plans, ça coûterait énormément d'argent, mais c'est plutôt de former les gens, éduquer les gens à l'environnement, mais les former à faire des pépinières et vraiment à pouvoir reboiser de manière, en tout cas à grande échelle, j'allais dire. Merci beaucoup. Et bon vent à Africa Génie Invest. Oui, Africa Génie Invest le 28 septembre 2024, si vous voulez bien. Pour l'Assemblée générale. L'Assemblée générale. Très bien, on est rattrapé par le temps, les 8h02. Merci à tous de m'avoir accompagné. Je vous donne rendez-vous demain, Kinkiliba, dès 6h30, vendredi, Inch'Allah, pour le dernier numéro.
gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning. This makes me know where we the line.